N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Bonjour, shalom, salam alaikum. Rendons grâce à Dieu Tout-Puissant, lui qui nous a accordé cette journée et cette nouvelle semaine. Eh bien, prions, nous remercions le Tout-Puissant et nous lui demandons très humblement de nous aider à faire de cette semaine une semaine de bien. Pour notre part, au Club de la Presse, nous prenons plus que jamais l'engagement de vous donner des informations autant que possible vraies, des informations autant que possible utiles et bienveillantes pour la société togolaise ici au territoire ou bien partout ailleurs au sein de la diaspora. Et cette émission, nous la plaçons sous le signe de nos pensées les plus sincèrement amicales à une gentille personne au cœur débordant de générosité et de bienveillance. Et à cette personne si gentille, nous lui rappelons que l'amitié se nourrit de présence. Elle comprend pourquoi. Pour cette émission, nous sommes accompagnés à la technique par le duo Michel Kokou-Vitogbe Tomega, qui est à la console, pendant que Gérald Akoucha met l'émission en ligne, ce qui nous permet d'être écoutés un peu partout dans le monde. Et nous sommes heureux d'enregistrer le retour dans ce studio d'un toujours jeune et vieil ami, Uriel Enyang. Bonjour. Bonjour Sass, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Canal FM. Je dis un bonjour spécial aussi à toutes les forces de sécurité de la primature. Et pourquoi spécialement cette pensée? Parce que c'est un corps qui suit d'une façon fidèle votre émission. C'est notre émission, oui. Parce que c'est vous qui l'animez, vous êtes le maître de l'émission. Ils n'ont jamais raté l'émission de ça. Mais il n'y aura pas d'émission si j'étais seul ici et si vous n'étiez pas à nos côtés. C'est une aventure de groupe que nous menons, nous ici au studio, les techniciens, mais aussi et surtout celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Ceux qui sont salués, c'est cette gentille personne, pour notre part également, le service de sécurité de la primature, mais nous savons, Uriel, que nous sommes également suivis par toutes les forces de l'ordre et de sécurité, à la présidence, un peu partout, mais également tous les Togolais autant que nous sommes. Oui, tout à fait. Il y a même des gens dans la préfecture de la Bina, malgré que les ondes de Canal FM ne parviennent pas jusque-là, ils font tout pour avoir l'émission à travers le site web. C'est dit que votre travail est à saluer. Notre travail est à saluer. Merci. La préfecture de la Bina et plus spécialement le canton de Boufalé, dont les cadres étaient en journée de réflexion le week-end dernier ici à Lomé. Bonjour à vous, chers compatriotes et amis de Boufalé et de la Bina dans son ensemble. Didier Assogba, bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM. Bonjour à Uriel et aux doyens. Au doyen, voilà le petit frère, disons le petit-fils qui présente son grand-père Lucien Diossoumensan. Bonjour. C'est pas le sujet de notre débat. Je sais. Bonjour, comment ça va? Merci. Je salue du fond de mon cœur toutes les auditrices et tous les auditeurs. Tu viens de le dire, cette émission qui est le Club de la Presse est une aventure collective que nous faisons tous les jours. Nous sommes des journalistes, nous essayons de faire le décryptage, de décortiquer, de faire comprendre à l'opinion, à tous les Togolais, ce qui est le vrai de l'ivraie. Bon, nous ne sommes pas toujours sûrs d'avoir raison, mais nous faisons l'effort d'être le plus proche possible de la vérité. Merci à vous. Eh bien, le confrère Alirou Tchakala m'a saisi d'une urgence de dernière minute. Il ne pourra pas être avec nous, mais nous sommes 3. Et le temps ne nous suffira même pas pour éplucher disons, les sujets de l'actualité. Vous permettrez également que j'adresse une pensée solidaire et amicale à un avocat, maître Sylvain Atomensan. C'est toujours bien d'avoir une pensée à l'endroit des amis qui sont avec vous dans toutes les épreuves. Très rapidement, Didier Assogba, la pensée du jour, c'est cette
a mis cette auditrice que nous l'envoie, c'est de Victor Hugo, qui écrit que l'esprit qui ne travaille pas fait un sot, S-O-T. L'esprit qui ne travaille pas fait un sot. Et comme vous êtes un jeune plein d'avenir, Didier, vous avez intérêt à travailler votre esprit pour qu'on ne vous accuse pas de sottise, Didier. Oui, évidemment, vous savez, l'esprit de l'homme se nourrit de beaucoup de choses, notamment du travail. Et quand on parle du travail, de l'esprit, il faut intégrer également la réflexion, l'imagination, l'inspiration et tout ce que l'on veut. Vous savez, le monde, si le monde est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est grâce à l'imagination, grâce au travail de l'esprit. Il va falloir donc que nous, jeunes ou je n'ose pas dire vieux, mais que tout le monde puisse faire travailler son esprit, sortir de très bonnes choses de son esprit, les mettre en application, en exécution. Cela permettrait à ce que l'homme se développe, à ce que le monde également se développe. Et le travail de l'esprit est nécessaire dans toute société, dans tout ce que l'homme fait. Sans cela, même ce que nous faisons ici, c'est un travail de l'esprit. Et sans cela, on ne pourra pas avancer. Merci. L'esprit qui ne travaille pas fait un sot, S-O-T, et tout comme l'amitié se nourrit de présence à l'endroit de cette gentille personne que nous avons saluée en début d'émission. Eh bien, l'actualité est assez fournie. Nous allons partir du chapitre diplomatie, coopération, développement économique. Et nous allons retourner à Sokodé avec ce qui ressemble de plus en plus à un réfifi. Et puis nous allons reparcourir toute la polémique autour de la fin du recensement électoral et le cheminement vers les élections fixées au 20 décembre 2018, selon le chronogramme de la CENI, qui dit ne respecter que la feuille de route de la CEDEAO. Eh bien, ouvrons le chapitre diplomatie, coopération, développement économique. Uriel Enyang, votre journal Méga Info, vous revenez sur la cérémonie co-présidée par les chefs d'État du Togo et du Ghana, portant sur l'inauguration du poste de contrôle juxtaposé de Mwepe. C'était la semaine dernière. Et vous titrez « L'économie d'abord, la politique après ». Vous savez, le Togo est en train de vivre une crise depuis le 19 août 2017. On vous dira que la crise est plus vieille que le 19 août 2017. Oui, puisqu'il y a eu un rebondissement, disons ça comme ça. D'aucuns penseraient que non, bon, face à cette crise, les relations entre le Togo et le Ghana seraient en mauvais nuage. Mais nous sommes heureux de constater que les présidents de ces deux pays n'ont jamais ignoré la priorité lorsqu'il s'agit de l'intérêt économique, lorsqu'il s'agit de l'intérêt qui porte sur la sécurité. On laisse d'abord la crise togolaise, on avance sur ce qui va dans l'intérêt de la population et après on revient. Le président ghanéen, c'est un médiateur de notre crise. Le président togolais, il est aussi un acteur aussi politique. Maintenant, est-ce que c'est la crise? Est-ce que la crise togolaise va empêcher qu'on inaugure, qu'on lance officiellement les travaux de ce poste juxtaposé pour permettre la fluidité du passage des marchandises et des personnes? Non, les deux présidents savent bien qu'à travers ce poste, il y aura la facilité de l'administration. Il y aura aussi un intérêt linguistique parce que nous sommes un pays francophone. Les douaniers qui seront là-bas sont obligés de parler un anglais professionnel encore. Les Ghanéens feront un effort de parler un français professionnel. Ils vont collaborer, l'un va apprendre de l'autre. Certainement, vous savez qu'il y a eu un retard. Ce n'est pas la première fois que les deux présidents se retrouvent à ce niveau. Ils se sont déjà retrouvés, mais le poste n'a pas été fonctionnel. Cette fois-ci, nous pensons que c'est la meilleure position et que l'économie va beaucoup bosser. Merci. Permettez que je dise ceci. À travers ce poste de Mwepe,
les passagers, les usagers de la route doivent aussi mettre en référence les postes de péage. Tous les chauffeurs, tous les conducteurs de véhicules que nous sommes, arrivés au niveau des postes de péage, là on ne pourra pas construire plusieurs postes, mais il faudrait faire l'effort de payer, si vous avez à payer 300, payer les 300 et ne pas remettre 10 000 francs pour obstruer la circulation. Merci. Donc ce poste juste à poser, inauguré à la frontière Togo-Ghana à Nwepé, mais ce poste participe à un ensemble de la CEDEAO, parce qu'avant la frontière Togo-Ghana, c'était le même poste qui a été inauguré au poste de frontière Bénin-Nigeria. Il s'agit d'une autoroute qui va s'ébranler de Lagos au Nigeria pour nous conduire jusqu'à Dakar. C'est un acte d'intégration régionale. Oui, Lucien Josmesan? Je crois que la Constitution se peut juste à poser procède d'une nécessité absolue. Lomé est l'une des rares capitales au monde, sinon la seule, si nous parlons à part Jérusalem, qui est sur frontière. Donc, notre capitale est sur la frontière avec le Ghana. Et ce poste va servir à beaucoup de choses. Ça va désenclaver la capitale. Parce que parfois, désengorger surtout. Désengorger le poste d'Aflaou. Aller à Aflaou, parfois vous voyez les titans qui s'alignent, vous voyez, c'est ingérable. Et même pour les gens qui doivent passer. Donc, ce poste-là, vous venez de mettre l'accent sur cette autoroute Lagos-Dakar, qui est un vieux projet, qui fait son bon nombre de chemins. Et moi, je ne lis pas ça, je ne lis pas du tout cette affaire-là, ce projet au problème de crise au Togo. Parce qu'au Nigeria, il y a la guerre. Mais au Mali, il y a la guerre. Il y en a partout. Nous parlons de crise comme si nous sommes les seuls sur la terre. Le problème est que le pays doit avancer. Quel que soit ce que nous avons en interne. Puisque si nous concevons la démocratie comme une eau, un fleuve qui coule sans remous, donc nous ne comprenons rien à la démocratie. Suivez un peu les élections au Brésil, la campagne électorale, vous saurez que on s'amuse ici. Bon, donc même aux États-Unis d'Amérique, pour élire Trump, les mots qu'on vomissait, c'est énorme. Donc nous, moi je ne connaissais pas comment on est en crise. Nous avons des soubresauts politiques, les gens ont le droit de revendiquer. C'est l'expression même de la démocratie. Notre démocratie est dynamique, on se bat, on veut l'alternance. Et je suis optimiste. On finira bien par l'avoir quand les conditions seront réunis. Merci. Aussitôt qu'il a procédé à cette inauguration du poste frontière de Nwepé avec son homologue Nana Akufo-Addo du Ghana, Faure Gnassingbé est annoncé à Berlin en Allemagne à partir de ce jour même. Revue de presse avec le confrère Togo Matin qui écrit sommet du G20 sur l'investissement en Allemagne. Faure Gnassingbé invité de la chancelière allemande Angela Merkel. Le libéral aussi écrit Faure Gnassingbé participe au sommet du G20 sur l'investissement. Même titre avec Nouvelle Opinion qui écrit sommet du G20 sur l'investissement en Allemagne. Faure Gnassingbé prend part aux travaux. Didier Assogba, d'après un papier du service de la communication de la présidence qui nous informe que le chef de l'État est l'invité de Merkel pour ce sommet G20 consacré à l'investissement. Il se dit également que le chef de l'État se fait accompagner d'une importante délégation ministérielle et également d'opérateurs économiques du public, parapublic et du privé. Et Faure Gnassingbé pense mettre cette occasion à profit pour vendre notre PND, le Plan National de Développement 2018-2020. Oui, c'est l'information qu'on a eue et on sait que ce n'est pas nouveau. Depuis quelques mois, sinon 2 ou 3 mois, c'est presque la même délégation qui accompagne le chef de l'État. On a vu notamment avec le déplacement en Chine où le chef de l'État s'est fait accompagner par une importante délégation des opérateurs économiques togolais et des experts en matière de développement et en dehors du sommet sino-africain, le Togo a profité de l'occasion pour organiser un forum là-bas, un forum d'investissement notamment axé sur le programme national du développement où des partenariats avaient été signés avec des opérateurs économiques chinois, notamment la ville de Hangzhou et la province donc de Zhejiang. C'est presque dans la même logique que ce déplacement se déroule. Il profite de l'invitation à lui adressée par la chancelière allemande
pour organiser encore, on va dire, des rencontres B2B entre des opérateurs économiques togolais et des opérateurs économiques donc des pays du G20 qui feraient le déplacement de l'Allemagne, et surtout des opérateurs économiques allemands dans le cadre du PND. Notamment, on parle de projet phare, le projet CISO, qui avait même été salué, reconnu comme par le compact du G20. Et donc, ce n'est pas nouveau à mon sens. Tout ce que nous pourrons dire en tant que Togolais, c'est que cela porte ses fruits pour que le PND qui vise ici d'ici à l'horizon 2022 à permettre à ce que le Togo soit un hub économique régional, pour que l'inclusion sociale grâce au projet de filets sociaux soit une réalité au Togo et que la pauvreté recule de façon drastique. Nous allons juste prier à ce que ces déplacements et ces initiatives portent leurs fruits, et que les fruits-là jaillissent sur chacun des Togolais que nous sommes, dans la perspective du développement que nous sommes. Bien sûr que on parle de crise et tout ça, mais il va falloir toujours que les Togolais mangent, et ça, il faut que l'économie également continue d'avancer pour qu'on puisse tenir. Merci. Le PND, Plan national de développement 2010-2022, pour le peu que nous en savons, c'est un plan qui fait un clin d'œil aux hommes d'affaires du privé qui sont invités à contribuer à hauteur de 65%. Le développement de notre pays. C'est dans ce sens que, avant que le chef de l'État n'aille vendre ce PND à Berlin, il y a quelques jours, c'était le Premier ministre qui avait présidé un séminaire au cours duquel il y avait également l'administration, les opérateurs, comme Iklassou, qui invitait les opérateurs, notamment du privé, à soumettre des projets qui s'inscrivent dans cette colossale enveloppe que la Chine met à disposition de tout le continent africain. Il va falloir que les opérateurs du Togo rivalisent d'ardeur, d'ingéniosité pour capter une partie de ce capital-là. Lucien, on peut dire que le gouvernement tient vraiment ce PND en priorité pour le développement du Togo. Mais cela va sans dire, parce qu'il faut que nous reconnaissions quelque chose. Et quand on visite les pays, quand on va, que ce soit en Occident ou dans les pays africains, on constate que le Togo est en peloton de queue. C'est-à-dire que nous sommes derrière, nous n'avons pas de secteur privé développé. Nous n'avons pas de capitaux. Il n'y a pas de grandes entreprises ici dont les capitaux appartiennent aux Togolais. Bon, quand on parle maintenant du partenariat privé et public, ben, il faut relancer. Combien de personnes le gouvernement togolais puisse s'engager pour résorber les chômages au Togo? Ce n'est pas faisable. Dans tous les pays au monde, c'est le secteur privé qui développe un pays. C'est eux qui détiennent les capitaux. Nous n'avons même pas au Togo une société togolaise, la capitale togolais, qui a la bourse régionale la bourse régionale d'Abidjan. Rien. Bon, quand vous voyez ceux qui se présentent comme les opérateurs, comme vous voyez qu'ils gèrent les capitaux ivoiriens ou d'autres pays, des entreprises, ceux qui sont venus s'installer ici. Donc, nous ne pouvons pas sortir de ce marasme, de cette léthargie, si on ne conçoit pas un plan bien ficelé pour promouvoir le secteur privé qui va créer l'emploi, créer la richesse. Bon, donc là, je crois que le plan, vous voyez que le plan, c'est pas un plan très long. C'est réservé sur au moins 3 ans et quelques comme ça. On va voir si, comme c'est théoriquement fait, les choses se passent au mieux. Ben, nous pouvons voir que les retombées ne tarderont pas, parce que le secteur privé, le développement, c'est le secteur privé. Par exemple, nous avons eu quelque chose ici. Ça n'a pratiquement rien à dire à nous les Togolais, même pas à la presse. C'est le cas de Seco BTP. Seco BTP qui est une société qui, au bout de 5 ans, a recruté 4500 personnes. Et puis, on ne sait pas comment ça s'est passé la gestion. Ça s'est écroulé. Tout ce monde-là se sont retrouvés en l'air. Dites-vous bien qu'ils paient très bien en plus les gens. Alors, nous voulons de ce genre de société. Nous voulons qu'on puisse créer ce genre de choses, que les investisseurs étrangers puissent nous faire confiance et pour booster notre économie. Parce que moi, je trouve que le président, dans son rôle, il est temps de sortir des sentiers battus, d'aller chercher l'argent ailleurs. Les pays développés le font, ils vont chercher les investisseurs étrangers qui viennent investir dans leur pays. Il faut créer une dynamique de développement économique, et cette dynamique de développement économique peut être centrée sur seulement les seuls efforts internes de notre pays. Oui, ce que Lucien Diosmesan dit là est important, parce que actuellement, on voit en fait que dans le monde entier, l'économie est portée par
de grands groupes privés, ces mastodontes, ces multinationales. Ça a commencé par des entreprises familiales qui ont cru avec le temps pour devenir ces mastodontes qui imposent leur désir même aux États. Lucien parlait de ce qui a commencé avec le groupe Seco BTP, qui a commencé à grandir, et puis patatras, un beau jour, tout cet empire-là s'écroule avec tout le drame, à la fois économique et social et humain, que cela induit juste dans les familles. Lui n'est pas encore de la taille de ce que c'était Seco BTP, mais il fait également son chemin. C'est l'entreprise GR. GR, nous le rappelions, c'est l'entreprise GR du Togo qui a construit le poste juste à poser à Sémé, entre la frontière Bénin-Nigeria, et également GR qui a construit le poste dont nous parlions entre la frontière Togo-Ghana. Uriel Enyang, il faudra que l'entreprise GR fasse attention pour ne pas commettre la même mésaventure que Seco BTP, le Seco Group. Oui, je pense que c'est une question qui s'est adressée à la bonne personne, mais permettez que je réagisse un peu sur le déplacement du chef de l'État. J'aurais souhaité que le confrère titre en disant Faure Gnassingbé, l'un des invités de la chancelière allemande, parce qu'il n'est pas le seul à être invité, mais ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas la première fois que le chef de l'État prend des initiatives en faveur de notre pays. Rappelez-vous, dans le domaine agricole, il y a eu beaucoup de projets qui ont été sollicités. Le chef de l'État a mis les efforts qu'il fallait pour que ces projets soient validés en faveur du pays. Cela a été fait. Nous allons parler de PASA, PADAT, PPAO, tout ce que vous connaissez autour du colonel. Le PNIASAN, qui est devenu PNIASAN en cours actuellement. Sans parler de PNPR, le Programme national de la promotion de l'entrepreneuriat rural, qui a échoué lamentablement. Vous avez fait l'évaluation, Uriel? Mais ça, vous êtes en communication. Oui. Ce projet a été retiré des mains du colonel Agadazi et remis à la secrétaire d'État auprès de la présidence, Madame Assima Zamaïso. Moi, ça veut dire que ça a échoué? Ça a échoué? Non. Ça a échoué. Si vous n'avez pas l'information, je vous informe que le projet a échoué. Non. Il a fallu faire des pieds et des mains auprès du FIDA avant que le projet ne soit validé de nouveau. Pas refusé, mais seulement le projet continue quand même. Oui, c'est pour dire quoi? C'est qu'il a une mauvaise gestion quelque part. Tout à fait. Il faut cibler celui qui a l'organisation, le colonel Agadazi. Tout à fait. C'est pour vous dire que ce n'est pas la première fois que le chef de l'État se déplace pour le bien de la population. Les projets, il a des arguments pour convaincre les partenaires. Mais une fois les projets acquis, les personnes à qui on les confie n'ont pas cette capacité, ou bien ils ont la mauvaise volonté de les piloter comme cela se doit pour le bien de la population. Il y en a, chacun de nous peut citer ici des projets qui ont échoué. Je reviens à votre question. Oui, juste rappeler qu'il y a exactement 2 semaines, nous avons fait ce débat ici. Un débat en partant d'un article de Combat du Peuple, le Combat du Peuple qui interpellait le chef de l'État afin que toutes ces personnes et institutions qui gèrent les programmes et projets puissent rendre compte de leur effectivité. Maintenant, parenthèse fermée. Avant que la parenthèse ne soit fermée et que Uriel ne parle du GER, je pense que ce qu'il dit est fondamental. On en a parlé il y a 2 semaines et c'est fondamental. Il faut qu'on rappelle cela. La pédagogie, c'est le rappel. C'est de rappeler. Voilà. C'est-à-dire que il y a un projet, il y a un programme national de développement qui venait de prendre fin en 2017. C'est l'ASCAP. Et les objectifs de l'ASCAP, je vous dis, si on dit qu'on arrivait en 2018-2019 et que les Togolais vont continuer à avoir faim, personne n'y croirait à l'adoption. Si l'ASCAP avait été bien exécuté. Si l'ASCAP avait été bien exécuté, notamment avec le projet PNIASA, qui a été évalué à plus de 600 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, on se rend compte que les objectifs de ce projet, de ce programme n'ont pas été atteints et on est dans un autre cadre aujourd'hui avec le PND, le Programme national de développement, avec un autre projet plus ambitieux dans le domaine agricole qui est le programme de développement des agropoles, plus important d'ailleurs que les histoires d'élevage et autres.
Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que moi j'ai dit il faut que le chef de l'État mange la carotte et qu'il tienne désormais le bâton pour que dans le cadre de l'exécution du PND et des autres projets de développement, qu'à l'horizon on arrive à avoir les résultats, que des gens ne se permettent plus de détourner les objectifs et de détourner les fonds, parce que comme il le dit, il y a tellement de projets, mais l'effet attendu n'est jamais visible, n'a jamais d'impact sur les Togolais. Merci. Maintenant, revenons à GER, qui a le vent en poupe maintenant, GER, qui a des marchés de l'espace CEDEAO. C'est comme ça que ce groupe également était parti. Et puis un beau jour, tout s'est écroulé. Uriel, nous invitions le PDG du groupe GER à savoir éviter la mésaventure qui est arrivée à Seco Group. GER et Seco, c'est un monsieur et son petit frère, parce que tous vous les connaissez, je ne vous apprends rien. Si le PDG de la grande entreprise routière, c'est ça GER, peut tirer les leçons de ce qu'a vécu Seco, ça serait bien. Mais il faut dire quand même que au même moment, on fait la cour aux sociétés étrangères pour venir s'installer au Togo et employer les Togolais. Vous connaissez l'exploitation dont sont victimes la plupart des Togolais qui sont employés dans les structures pilotées par les étrangers. J'aurais souhaité quand même qu'on fasse un suivi évaluation à l'endroit des sociétés pilotées par les Togolais eux-mêmes, afin qu'on puisse gagner de mieux. Parce que les entreprises étrangères qui sont sur notre pays, vous ne pouvez pas savoir ce qui se traite dans les coulisses. Donc, GER, vous avez cité beaucoup de chantiers que GER a déjà exécutés. On a seulement évoqué deux. Les postes de frontières. Bon, je vous rappelle aussi, les petites rues autour de la nouvelle assemblée. Bon, on va pas tous les citer. Ils font de leur mieux. Mais le tronçon à Tapamé, Palimé, dont ils ont la charge, la construction totale, souffrent quand même, donc ils n'ont qu'à tirer les leçons de ce coup. Merci vivement. Nous ne sommes pas du BTP, mais que les messieurs de GER sachent tirer leçon de la mésaventure qui a conduit à l'écroulement de ce groupe. C'est juste notre exhortation. Ce que tu as dit, cette exhortation se justifie. Nous ne le dirons jamais assez. Il faut qu'on soit clair là-dessus. La mauvaise gestion est devenue un sport national au Togo. Ceux qui ont accès à l'argent de l'État le gèrent à leur guise. Bon, je peux dire que, s'agissant de GER, nous sommes obligés de revenir souvent à l'achat pour l'aiguillonner. Parce que ce qui s'est passé avec Seco BTP, c'est comme un enfant gâté, choyé. On prend une entreprise qui n'a même pas fait le parcours de GER. En moins de 4 ans, on le projette en l'air, on lui donne toutes les garanties auprès de la Banque centrale. Il peut aller ramasser les milliards comme il veut. Je vous donne un exemple précis. Seco BTP a pris 29 milliards avec l'UTB. Et au bout de 6 mois, les responsables de l'UTB ne voyaient rien, ils l'ont appelé. Pour quel chantier? Non, écoute, tu as dit, il a fait un prêt de 26 milliards, mais basé sur le chantier qui devait... Vous avez dit tantôt 29. 29 milliards, pardon. C'est 26 milliards, c'est pour Eboumaf. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les responsables de l'UTB interpellent Seco. Quand nous vous donnons toutes ces sommes, nous devons savoir comment la gestion se fait par rapport à l'avancement du chantier. Il n'a même pas indiqué le chantier parce qu'il avait la garantie de la Banque centrale. Et lorsqu'ils ont dit, ah non, eux, ils doivent contrôler, c'est qu'on n'a rien dit. Il est allé voir l'ex-ministre Ayasso des Finances, et au bout de 48 heures, on a rapporté les 29 milliards à UTB. Ce qui veut dire qu'il est capable d'aller retrouver les 29 milliards ailleurs pour que les gens de l'UTB lui collent la paix, pour qu'il puisse en disposer comme il veut. Donc, il faut que le gouvernement sache quelque chose. Quand le gouvernement veut donner ses garanties à de nouveaux entrepreneurs, à des gens qui ont des sociétés, ils n'ont qu'à prendre toutes les précautions. Merci. Nous attirons juste l'attention du PDG de GER. Nous ne sommes pas du BTP, nous ne sommes même pas des capitaines d'industrie, mais il faut que la mésaventure de Seco puisse inspirer tous les opérateurs économiques, à savoir être plus prudents. Maintenant, nous sommes partis de ces ambitions que le chef de l'État nourrit pour le Togo, mais où là, ça ne marche pas toujours dans la réalisation avec ces programmes et projets dont certains se révèlent
des éléphants blancs. Mais la difficulté également, c'est dans l'administration publique. Il faut avoir le courage d'en parler. Et comme introduction, je vous lis in extenso ce SMS qu'un auditeur vient de m'envoyer. Souffrez. Bonjour Monsieur Sass. Au secours, venez voir ce qui se passe au service de la nationalité pour les duplicata. Quel monde! Et puis, le service ouvre à 9h. C'est ce message, ce SMS que l'auditeur nous a envoyé à 11h09. Et comme par hasard, Liberté, titre Liberté, écrit aujourd'hui à la page 9. Obtenir un certificat de nationalité, une gageure au Togo. Et le même confrère Liberté qui à la page 3 écrit toujours délivrance du certificat de nationalité, le besoin d'une décentralisation pour limiter l'arnaque au Togo. Didier Assogba, voilà comment ce SMS de l'auditeur trouve ancrage dans 2 articles que Liberté écrit aujourd'hui. Ceux qui n'ont jamais souffert pour avoir le certificat de nationalité au Togo ne vont pas comprendre le désarroi de cet auditeur-là qui a envoyé cet SMS. Je suis arrivé pour avoir ce certificat-là, mais c'est la croix et la bannière. Il faut presque aller dormir là-bas des fois pour espérer être dans les 10 premières personnes ou 20 premières personnes qu'on reçoit dans la journée. Et même des fois, quand vous arrivez, d'autres ont déjà acheté la place la nuit dernière. Donc, et c'est compliqué. Le monde ne désemplit pas là-bas, mais on ne trouve aucun moyen depuis longtemps pour décentraliser ce service, ne serait-ce que donner la possibilité aux préfectures qui donnent déjà le certificat d'origine de pouvoir établir ne serait-ce que le certificat de nationalité lui-même. Et si on peut aujourd'hui établir les cartes nationales d'identité partout sur le territoire national, et il est possible d'établir également le certificat de nationalité un peu partout sur le territoire. On ne comprend pas au nom de quoi quelqu'un qui a besoin de son certificat de nationalité à Saint-Cassé ou à Mandouri doit être obligé de venir à Lomé pour faire la queue des jours et des jours. Et même, des fois, il faut être obligé de payer à des démarcheurs là-bas pour qu'on vous trouve quelqu'un qui vous le fasse finalement. Quand même, on est dans quel pays là? Il faut que les choses se décentralisent. S'il y a des moyens de pouvoir établir la carte nationale d'identité à Saint-Cassé, moi je crois que au niveau de la préfecture de Saint-Cassé, de Mandouri et ailleurs, on peut aujourd'hui établir le certificat national de nationalité et il faut qu'on trouve les moyens d'y arriver parce que là, ça commence par lasser tout le monde. Merci. Nous partons du service de nationalité pour venir maintenant à un grand et gros article qu'écrit aujourd'hui le combat du peuple intitulé « Insertion professionnelle, la réforme au sein de l'administration a du plomb dans l'aile ». Et le combat du peuple, avec son style, interpelle le ministre de la fonction publique qui est invité à siffler la fin de la récréation. Lucien Yossou-Messan, vous êtes parti de l'adoption par l'Assemblée nationale du statut général de la fonction publique. Vous avez continué avec ces réformes de modernisation qui est en l'œuvre dans plusieurs départements, mais vous relevez que malgré l'adoption par l'Assemblée du statut, malgré toutes ces réformes en œuvre, les mots MAUX demeurent, à savoir les degrés élevés de motivation, les degrés élevés de démotivation du personnel de l'administration publique, la corruption, la politisation à outrance, la lenteur administrative. Et c'est pas fini, vous continuez par évoquer le cas des agents décédés, mais qui figurent toujours dans le registre. Vous parlez également de ceux qui sont en permanence en voyage. Vous évoquez également le cas des agents fictifs qui continuent à bénéficier de double salaire, de retraités qui continuent à percevoir leur salaire, des absences plus ou moins chroniques, non justifiées, toute une litanie que vous relevez dans votre article. Et ça, vous savez, tout à l'heure, nous avons commencé par le service de nationalité. En tant que journaliste, nous sommes obligés de suivre l'actualité dans notre pays. Moi-même, j'en ai fait la meilleure expérience la dernière fois. De toutes les façons, si on prend même l'espace où se trouve ce service aujourd'hui, c'est scandaleux. Il faut aller construire
quelque chose. C'est un service exigu. Non seulement c'est exigu, mais puisque c'est devenu une pièce incontournable. Non, disons, les locaux de ce service-là. Ouais, je dis, là où l'espace même, c'est scandaleux. Bon, moi-même, la dernière fois, j'ai fait un expériment. Tous mes enfants ont le certificat national. Dès que mes enfants ont 1 mois, je leur fais faire des certificats. Mais avec la nouvelle formule, si tu n'as qu'un duplicata. Bon, par exemple, l'un de mes garçons qui doit passer le concours d'entrée au lycée scientifique, il a utilisé son duplicata. Donc, il faut que j'aille lui faire 3 autres copies ou bien 2 copies de duplicata. Je te dis, c'était la croix et la bannière. J'ai été moi-même. Mais je vous jure que je me demandais si c'est quelqu'un d'autre. C'est pour avoir... L'enfant avait déjà son certificat dans ses 2 pieds. Juste pour avoir le duplicata. Oui, c'était la croix et la bannière. On a pris ça pour aller le faire. Et ce n'est pas possible. Moi, je l'ai dit sur place. Mais c'est scandaleux. On ne sait pas ce que c'est, mais on trouve de l'argent. Pour prendre ce petit duplicata, il faut payer 1000 francs. L'argent est là. On a construit un bon siège. Et aujourd'hui, c'est l'électronique, c'est l'informatique, décentraliser les choses. De toutes les façons, le problème est le suivant. Revenons maintenant à votre article. Au plat de résistance. Vous savez, la politique telle que nous l'avons menée, surtout la lutte pour la démocratie, le processus démocratique nous a fait beaucoup de bien et beaucoup de tort. D'un côté, le bien, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes sur cette antenne, nous pouvons nous exprimer librement, dire ce que nous voulons. Ce qui n'était pas évident à l'époque. À condition quand même que nous nous assurions de la vérité, de l'utilité et de la bienveillance de nos informations. Non, nous sommes des journalistes. Oui, nous faisons l'effort quand même. Si quelqu'un veut faire son travail proprement, il doit prendre les dispositions idoines pour dire à nos auditeurs ce qu'il a vérifié et recoupé. Si quelqu'un se substitue aux hommes politiques, vous parlez comme il veut, donc il est en train de dévoyer la profession. Merci. Revenons à votre article. Alors ce que je vais dire, c'est simple. Depuis, moi, quand j'étais revenu ici, j'étais pas très, très jeune, j'ai quitté le Togo pour aller travailler à l'extérieur. Revenu dans les années 70, j'étais dans l'administration. Le Togo avait, dans la sous-région, la meilleure administration. Nous étions une nation sérieuse où tout se passe sans heure. Tu veux ceci, tu l'obtiens. Mais ce que nous n'avons plus actuellement. Non, attends, tu veux maintenant le processus démocratique, suivi de la grève générale limitée. Pendant 9 mois, l'administration était paralysée. Tout le monde est parti. Et le débat dit, ah bon, c'est comme ça. On prend le menuisier, on le met à la place du forgeron. On prend le forgeron, on le met à la place du tailleur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toute l'administration togolaise s'est écroulée. Et l'administration était toute une chaîne. Et chaque agent n'est qu'un chaînon de la grande chaîne. Bon, les gens on est obligé d'avoir des huissiers pour casser les bureaux, pour pouvoir, puisque les gens sont partis avec la clé de leur bureau, pour placer les gens dedans. Et ceux qui sont arrivés ne savent même pas par où ça commence à finir. Jusqu'à présent, nous continuons à traîner cela comme un boulet. Et depuis ce temps-là, même un peu avant, on a créé des ministères de réforme administrative. Des ministères de ça se superpose, on crée. Chaque fois, à chaque remaniement, on revient là-dessus. Mais jamais, notre administration n'a plus jamais retrouvé son niveau d'antan. On a le sentiment, c'est devenu un serpent de mer. C'est récurrent. Et ça pénalise tout le pays. Comment voulez-vous qu'un pays se développe quand son administration est dans cette paralysie? Comment voulez-vous qu'un pays puisse sortir du sous-développement quand pour faire n'importe quelle pièce, il faut sortir de l'argent? Comment voulez-vous que celui chez qui vous êtes allé, quand pour avoir telle pièce, il attend que vous mettez la pierre sur la pièce? Adopé, il faut mettre la pierre sur la pièce pour que ça ne s'envole pas. Si vous ne mettez pas la pierre, donc le vent va passer et ta pièce, tu reviens demain pour chercher, tu seras fatigué quand tu feras 1 ou 2 ou 3 retours, aller-retour, tu sauras qu'il faut mettre la pierre. Donc c'est un problème. Le chef de l'État est interpellé. Surtout le premier ministre, qui est le chef de l'administration directement, doit s'investir à fond pour que les réformes de l'administration, on puisse en faire des évaluations périodiques. Merci. Qu'on sache là où on en est. L'article de Le Compte du Peuple, sans équivoque, les degrés élevés de démotivation du personnel, de corruption, la politisation de l'administration, la lenteur administrative, et c'est pas fini, les agents décédés dont les noms figurent encore sur le registre, et ceux qui sont en permanence en voyage, les agents fictifs, ceux qui bénéficient de double salaire, les retraités qui continuent à occuper les postes,
Et c'est pas fini. L'administration togolaise transformée en une véritable mafia, je cite le combat, avec le faux, l'usage de faux, la haute magouille, les faux diplômés, les agents fictifs. Uriel Enyang, c'est une litanie que nous connaissions depuis le temps d'un certain Ninsao Nyofam, qui était à ce poste-là et qui s'en était plaint. Gilbert Bawara, arrivé des années plus tard, fait le même état des lieux. Je me rappelle même, à un message du début d'année, le chef de l'État lui-même évoquait les problèmes de l'administration. Et récemment, c'était le ministre de l'Environnement, M. André Johnson, qui reconnaît que son personnel vraiment a failli. Alors, Uriel Enyang, quand est-ce qu'on va partir de ce diagnostic-là pour une politique de correction? Comment est-ce que quand est-ce que le gouvernement va commencer à étudier le remède? Oui, on va écouter d'abord. Il faut utiliser le mot juste. Il faut chercher la thérapie, c'est tout. Le mal est là. Merci, c'est là. Quand est-ce que le chef de l'État va donner la thérapie qu'il faut à cette maladie qui le mal est là, c'est diagnostiqué. Mais je pense que le chef de l'État, c'est lui qui a nommé ses ministres. En le nommant, il a confiance en ses ministres, mais sauf que ces ministres, la plupart ne font pas leur... Vous avez cité beaucoup de secteurs, beaucoup de ministères. Vous avez oublié le ministère de la communication qui est le nôtre. Moi, je vous assure, je suis arrivé là-bas à 11h50 pour déposer un courrier urgent, mais je ne suis pas en train de les dames qui sont là-bas, elles m'ont dit, monsieur, il est midi moins 10. J'ai dit, mais l'heure, la pause, c'est quand? Et ils me disent, mais il est midi moins 10 et je ne peux pas déposer mon courrier. Elles m'ont regardé d'une façon méchante et une m'a demandé, monsieur, vous faites quoi? J'ai dit, non, je ne fais rien. Je ne fais rien. Je peux déposer mon courrier ou pas? Elles m'ont dit de déposer. J'ai déposé. Je vous assure, ce courrier, il a fallu que je retourne avant de voir que ce courrier n'a pas été transmis. Je rappelle que le combat du peuple évoque également le mauvais accueil dont sont victimes les citoyens dans ces services publics-là. Pour vous dire qu'il y a beaucoup de secteurs à libéraliser. Il y a beaucoup de secteurs à libéraliser au Togo, même les ministères. Gilbert Bawara, le ministre en charge de la fonction publique, tout le monde crie aujourd'hui, ça ne va pas. Je voudrais bien, la fois passée, il était l'invité de l'émission autour de ce plateau. Je voudrais bien voir Gilbert Bawara consacrer plus de temps à ses agents qu'à la politique. Je voudrais bien le voir venir sur ce plateau parler de la nonchalance, de la mauvaise foi, de la lenteur, du mauvais accueil de ses agents et tirer que de venir, prendre le contre-pied de ce qui s'est fait, ce que tout le monde J'ai compris pour ma part, je prendrai contact avec le ministre sur des questions liées vraiment à son ministère. Non, franchement, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'ils font, les Togolais anormal? Et ça, c'est à Lomé. Ça se montait à l'intérieur du pays. Vous êtes ici, j'ai remarqué que la plupart d'entre vous, vos activités se limitent à Lomé ici. Ça, chers confrères, ça, je vous dis, vous ne voyez rien. Allez-y à l'intérieur du pays. Notamment ça, à Boufalé, à Sola. À Boufalé, à Sola, nous ne sommes pas encore connus. Ça, c'est notre problème. Le Togo se limite à Pagouda. Quand vous quittez Pagouda pour Boufalé, Sola, la route ne vous permet même pas de faire un seul kilomètre. Non, la route là, ça, c'est autre chose. Non. Tu ne vas pas en hélico. Le Togo se limite, même Pagouda, peut-être le Togo se limite à Landa. Pour vous dire qu'à l'intérieur... Occasion pour nous quand même, pour la Bina, de saluer des gens, je ne sais pas qui nous suit, comme un certain Prince Mfetcheou, comme un certain Solid Toki et Sor, qui sont de la préfecture de la Bina. On continue, Uriel. Vous avez des cadres. Non, on continue. Et puis le citoyen Koudjolou Dogo. C'est une façon subtile, c'est une manière subtile à vous d'interpeller les autorités de la Bina, parce que la route, franchement, les gens meurent. On ne peut pas faire déplacer un malade de Boufalé à Pagouda. Le temps de le déplacer sur ces 15 km, il va mourir. Ça, personne ne pourra dire le contraire. Moi, j'étais là la semaine surpassée là-bas. C'est une question réelle. Ce n'est pas une question d'autorité ou d'influence. Maintenant, revenons au mot MAX de l'administration publique. L'administration publique, nous l'avons tous dit ici. Le chef de l'État, il est à la présidence. Il a nommé ses ministres. Chaque ministre doit faire son travail. De la façon dont vous avez écouté certains ministres ou bien certains agents se plaindre, je vous assure, dans tous les ministères, ça ne marche pas. C'est une gangrène. Mais j'ose croire qu'au nouveau
qu'au prochain nouveau gouvernement, beaucoup de ministres seront affectés à l'université pour enseigner parce qu'on entend les appeler docteurs, professeurs, ils ont eu ces diplômes-là dans leur bureau. Ils iront enseigner. Il y a des bonnes personnes qu'on va nommer, même dans la corporation, des journalistes. Il y a des gens qui vont bien piloter le ministère de la Communication et qui ne vont pas détourner 600 millions. On va en revenir sur le sujet si vous permettez. Il y a des gens qui vont travailler. Donc, il faut que le chef de l'État crée même un ministère de suivi et évaluation. Bon, s'il faut même amener des étrangers pour piloter ça, c'est bien. C'est ça que je voulais dire. C'est très facile pour nous de faire des critiques, d'aiguillonner les gens, d'interpeller le chef de l'État. Je dis, celui qui est le premier concerné, c'est le Premier ministre. Parce que lisez très bien les décrets portant attribution des différents départements ministériels. Pour constater que le Premier ministre est le chef de l'administration publique. Donc, c'est lui qui est le premier concerné. Donc, il faut qu'on mette en place. Parce que c'est un véritable gâchis. Hein. Soyons clairs. Il faut dire, les mots, n'ayez pas peur des mots. C'est un véritable gâchis, ce qui se passe. Ce qu'il faut faire, nous devons mettre, le président doit faire en sorte qu'on ait un service ou un ministère chargé de contrôler toute l'administration publique. Et pour que ces contrôles soient périodiques. Mais je me rappelle qu'au temps de Yadema, quand nous étions dans l'administration, le président Yadema débarquait aux 4 ministères lui-même. Et il y a des ministres qui ont été relevés de leurs fonctions le même jour. Parce que le président était là. Merci, et quand il était... On ne va pas finir d'égrener également d'un auditeur qui m'a appelé ce matin pour dire que, pas plus tard que ce matin, il est passé au commissariat du 4e arrondissement, comme il m'a appelé Ranco. On lui a fait vendre, ou bien on lui a vendu le timbre fiscal à 550 francs. Ça, il est allé avec 3 pièces à légaliser. Et au lieu des 1500, l'agent de police lui a pris 1650. Ça veut dire qu'on a majoré les timbres de 50 francs. Alors, et il a payé? Il a dû payer. Pourquoi? Mais si, Didier Assogba, même si la police, la gendarmerie, la complicité, qui sont les garants, enfin, si même les policiers et les gendarmes versaient dans ça, finalement, le citoyen, il n'a plus de sauveur. Ça, avant de répondre à ta question, je te lis les résultats d'une étude que l'Union africaine a financée sur l'administration publique togolaise. Et les résultats sont connus depuis 2015, hein, et les autorités sont au courant. Les taux de satisfaction pour le Togolais vis-à-vis de l'administration, c'est-à-dire je vais par exemple au commissariat pour faire légaliser des pièces, c'est-à-dire que le taux de satisfaction varie entre 30 et 40%. C'est encore ils sont indulgents. Peut-être que l'étude a été indulgente, mais le taux de satisfaction n'atteint pas aujourd'hui 50%. C'est-à-dire que notre administration, là, elle est médiocre, au vu du taux. Les insatisfactions varient selon les secteurs. Donc, pendant qu'il avoisine 89% dans le secteur de la santé, ça veut dire que si vous allez à l'hôpital, vous pouvez mourir n'importe comment. Hein. 89% d'insatisfaction dans le domaine de la santé. Il est de l'ordre de 55% pour le secteur de l'éducation et de 70% pour le secteur de l'eau. Ces chiffres-là interpellent. Et je vous rappelle qu'en 2015, puisqu'on parlait de Gilbert Bahora et de son département ministériel, il avait déjà déclaré lui-même que l'administration et les services publics nécessitent des réformes en profondeur pour en améliorer la qualité et en garantir davantage l'accès. Notre administration et nos services publics restent confrontés à d'innombrables difficultés et pesanteurs qui ont pour nom lourdeur et tracasserie, bureaucratie, dilettantisme, le favoritisme, le clientélisme, le népotisme, la corruption. Là, vous citez le ministre Gilbert Bahora. Il y a 3 ans de cela. Bahora qui le dit. Lui-même, il parle encore de mauvais accueil, la lenteur, l'incompétence, l'état déplorable des services, la qualité lamentable, la lourdeur, le favoritisme et d'autres mots encore qui minent le secteur. Et on constate, malheureusement... Je te pose une question. Qu'est-ce que le ministre, en faisant ce diagnostic sans appel, est un diagnostic qui ne souffre d'aucune contestation, en posant ce diagnostic, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Je dis que malheureusement depuis... Gilbert, c'est un ami. Qu'est-ce qu'il fait? Malheureusement... Monsieur le ministre Gilbert Bahora. Malheureusement, depuis 2015, on est là et les choses qu'on devrait faire, on ne les fait pas. On est là, on se fait rattraper par un problème politique. Et Gilbert, qui est l'homme de confiance du chef,
a été détaché pour régler le problème politique et l'administration est laissée à son triste sort. Et on restera dans ce problème jusqu'au dénouement de la crise. Si ça se corrige avant 2020, peut-être. Merci à ceux qui nous écoutent, qui confirment que dans les commissariats, s'il vous plaît, merci. Nous sommes confortés par vos témoignages qui confirment que dans les commissariats de police, les timbres fiscaux sont vendus par endroit à 550, par endroit encore à 600 francs CFA. Donc ces agents, je ne sais pas si ça va jusqu'au commissaire, qui majore unilatéralement les prix des timbres fiscaux. Eh bien, si le ministre Yak ne le savait pas, qu'il sache que au-delà de Gilbert Bahora, lui aussi, il a besoin de nettoyer un peu ses écuries pour que nous n'ayons pas à nous plaindre de ces cas-là dans nos émissions. Le ministre Yak ne peut rien faire. Si. Laisse-moi te dire, si moi je vais dans un commissariat, on me vend un timbre avec un rajout de 100 francs, je dépose le plainte contre le monsieur là où il fallait le faire. Je connais les inspections des affaires juridiques. Je vais déposer plainte contre. Si l'argent que je paye est supérieur à la somme inscrite sur le timbre, je déposerai plainte. Moi, j'ai déposé plainte contre des juges, j'ai déposé plainte contre des procureurs. Mais tout le monde n'est pas Lucien Diossi. Mais c'est la complicité. Je ne peux pas accepter ça. Oui. Merci. C'est de la complicité. Merci. Eh bien, c'est un éclairage que nous faisons. Nous avons ce droit. Au sein de l'administration publique. Mais nous saluons quand même nos amis auditeurs. Moi, j'irai là-bas au commissariat Ranco là pour acheter des thèmes. Je souhaite du plaisir aux policiers qui vont vendre le thème. Merci. Maintenant, sans transition, nous glissons vers ces petits problèmes qui commencent de nouveau à surgir à Sokoré. Dur Vifi à Sokoré, ces derniers temps, il y a ces petits incidents qui commencent. Et vous savez, Didier Assogba, que ce sont les petits torrents qui grossissent, qui se rejoignent, qui grossissent et qui constituent les fleuves. Grands fleuves. Alors la semaine dernière, c'était cette affaire-là autour du siège du Parti national panafricain qui a été nuitamment rebadigeonné du rouge-noir. On en est arrivé du rouge-blanc, on en est venu au blanc-noir. Et puis nous en avons débattu ici avec le ministère Gilbert Bahora qui disait n'en savoir pas officiellement. Et puis le week-end, c'est ces images et ces témoignages qui sont confirmés par ce communiqué officiel d'UNI, à savoir le siège du parti UNI, à peine rénové, a été saccagé, vandalisé, incendié à Sokoré. Le parti UNI a sorti un communiqué dans lequel le parti UNI qualifie de cet acte-là de criminel. Et ce matin, nous avons joint un ami à Sokoré, Soufré, qu'on le protège un peu, et qui nous envoie son témoignage. Pourquoi pas son reportage? Les dernières nuits n'ont pas du tout été bonnes pour la ville de Sokodé. En effet, le parti PNP avait entre-temps pris un local situé non loin du stade municipal de la ville de Sokodé. Ce local, c'était l'ancien Togo Grain, on l'appelle communément, qui est situé du côté ouest du stade municipal de la ville de Sokodé. Et il faut également rappeler que le siège du parti UNIR se trouve du côté sud-est du stade municipal de la ville de Sokodé. Sinon, la distance qui sépare les deux sièges n'est pas tellement importante. Donc, le parti PNP, voulant faire de ce local son siège, a changé les couleurs en ses emblèmes. Les autorités de la ville n'auraient pas apprécié cette idée. Et la nuit qui a suivi, les militaires sont venus avec un peintre et les militaires ont encerclé le quartier afin que ce peintre puisse travailler en toute sécurité. Et ce peintre a changé les couleurs, comme je le disais. Donc, ce peintre a changé les couleurs. Les partisans du parti PNP n'auraient pas été d'accord de cet acte. Donc, la nuit du lendemain, comme je le disais, le siège du parti UNIR, qui se trouve, comme je le disais, non loin de ce nouveau siège du parti PNP, ici à Sokodé, a été vandalisé, saccagé, brûlé.
Et il faut rappeler que ce siège est en pleine rénovation puisque les événements qui avaient entre-temps secoué cette ville de Sokodé avaient touché ce siège, avaient été carrément brûlés. Tout ce qui avait comme meuble a été saccagé, vandalisé, brûlé et ramassé, volé sinon. Donc cette nuit-là, le siège a été saccagé, brûlé. Et la nuit, comme je le disais, quand les autorités ont appris cette information, du coup, elles ont fait dépêcher des corps habillés dans ce quartier-là. Et ce quartier, c'est le quartier Kolondé. Le quartier Kolondé. Donc, ces corps habillés ont pris d'assaut ce quartier. Et cette nuit, du 27 au 28, il y aurait eu des tirs. Je ne suis pas allé, mais j'ai entendu le lendemain, 27 au 28. Le 28 matin, nous avons appris qu'il y a eu des tirs là-bas, mais nous ne sommes pas allés. Nous, on sait qu'il y a des corps habillés qui ont encerclé. Ça, nous avons vu ça. Il y a des corps habillés qui sont un peu partout là-bas. Maintenant, la nuit, il y aurait eu des tirs. La nuit du 28 au 29, sinon aujourd'hui, il y a eu également des tirs. Et hier nuit, j'étais là, dans ma chambre, et quand un copain qui habite le quartier m'a fait un vocal que c'est comme ça que le quartier est en train d'être bougé. L'atmosphère n'est pas du tout bonne. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y a et il m'a narré le problème. Pour être rassuré, j'ai aussi demandé à un autre copain qui m'a confirmé l'information. Ne pouvant pas aller, j'ai attendu jusqu'à ce matin. Ce matin, je suis allé vers la ville, mais je ne suis pas arrivé jusque-là. Je suis allé vers la ville. J'ai touché certaines personnes qui m'ont confirmé l'information selon laquelle hier, il y a eu des tirs. Il y a eu des tirs de gaz lacrymogène. Dans mon quartier également, je suis venu. Il y a certaines personnes qui m'ont confirmé l'information selon laquelle est vérifiée. Voilà ce qui s'est passé. Donc, comme je le disais encore une fois, la distance qui sépare le nouveau siège du parti PNP au siège UNIR n'est pas tellement importante. Merci. Voilà, vous excusez, ce n'est pas un reportage de journaliste, c'est un témoignage d'un ami, point focal. Mais Didier Assogba, comme je l'ai dit, c'est du rififi à Sokoré avec ces petits incidents qui se multiplient. Mais attention. Oui, évidemment, attention, c'est le mot juste qu'il faut sortir. Parce que c'est l'initiative de faire témoigner ce citoyen-là, ce concitoyen togolais est juste, est bonne. Et dans la mesure où hier, tout le week-end, on a même cherché auprès des autorités en savoir plus sur ce qui se passe à Sokodé. Et je vous jure que il y a plein qui ne comprennent rien. C'est-à-dire que là, il y a des informations qui viennent de toutes parts, toutes sortes d'informations. Et il est difficile même pour certaines autorités de distinguer ce qui est le vrai de l'ivraie. Et là, il faut dire attention parce que le Sokodé avait déjà presque touché le fond il y a un an. On a suivi un peu la suite. Des gens qui s'étaient cachés dans des brousses sur plusieurs jours, les rafles dans la ville, les arrestations, les bastonnades et tout, avec les morts qu'on a enregistrés. Je dis attention est le mot juste parce que nul n'a intérêt à ce que Sokodé replonge de nouveau et à ce que la crise qu'on est en train de traverser ou de laquelle on est en train de sortir se ravive et qu'on est dans un éternel recommencement avec tout ce qu'on connaît par la suite, les conséquences lourdes. Attention, il faut que les autorités agissent de façon plus prompte pour que s'il y a une enquête, l'enquête aboutisse rapidement, que les responsabilités soient situées et que la ville de Sokoré ne revive pas les mêmes choses que de par le passé. 93.5 Canal FM. Nous revenons ici pour la dernière partie de cette émission, toujours avec Sokodé, du rififi à Sokodé, ces incidents qui se multiplient et qui commencent à connaître des gradations. Le siège du PNP rebadigeonné sans et contre la volonté des dirigeants de ce parti-là. Quelques heures après, le siège mitoyen de UNI qui est en rénovation, qui est vandalisé, pillé et brûlé. Et puis notre point focal me l'a dit, tout le week-end ça a tiré ou bien ça aurait tiré dans des quartiers
certaines informations laissent croire même qu'à Paratao, un monument qui fait un peu la fierté du milieu aurait également connu des moments difficiles. Lucien Diossou-Mensah, tout cela se passe pendant que nous sommes en plein processus électoral. Le recensement qui vient de finir, et bientôt on va procéder à l'appurement des listes électorales. Après on va entrer en campagne. Mais est-ce que tout cela va se passer pacifiquement avec ce regain de tension à Sokoré? Moi, je crois que tu utilises des termes par euphémisme. Tu parles de rififi. Ça dit que ce qui se passe à Sokoré est déplorable. Nous sommes obligés de condamner. Moi, la violence, je la condamne sous toutes ses formes, d'où qu'elle vienne. Mais nous devons savoir une chose. Lorsque quelqu'un pose un acte, quelque part, c'est comme s'il envoie une invitation aux forces de l'ordre. L'armée ou la gendarmerie vont pointer. Quand ils viendront, ils ne viendront pas avec des fleurs. Il fallait penser aux conséquences des actes que l'on pose et au lieu après d'être là pour déplorer. Ce qu'il fallait préconiser en l'espèce, c'est de faire en sorte que les esprits soient désarmés à Sokodé. On a le sentiment profond que les gens veulent en découdre à partir de rien du tout. On veut en finir. Si on t'a accusé, tu peux aller te plaindre où tu veux, ceci, cela. Mais on a changé la couleur de ces deux parties. On va vandaliser l'autre partie. On sait que les esprits sont armés. Ce n'est même pas une affaire de crise. On cherche la petite bête sur un crâne rasé. De grâce, nos frères Kotokoli, nos frères, tant qu'ils sont les thèmes, les cabiens, nous leur demandons de poser la balle à terre. D'éviter, parce que finalement, quand les gens meurent, ils ne reviennent plus. Ceux qui sont vivants, et qui sont peut-être même à l'extérieur, et appartiennent à la diaspora, et qui arment les esprits, eux, ils préservent leur vie. Moi, j'ai vécu la violence dans ce pays. En tant que journaliste, il y a un moment où je ne pouvais même pas mettre les pieds à Déwi. Je ne pouvais pas. Si on allait me faire la fête. Partout, Lomé ici, il faut savoir où quand circuler si tu étais contre le pouvoir. Alors, ce n'était pas de très bonne chose à vivre. Hein. Ce qui se passe au côté, c'est malheureux. Nous devons le déplorer et inviter nos frères de deux côtés à déposer la balle à terre. Parce que c'est facile. Chaque fois qu'il y a casse, il y a vandalisme, l'armée, les forces de sécurité vont intervenir. Et quand ils viennent, ils vont tirer. Souvent, c'est des victimes innocentes qui payent le plus lourd. Donc, faisons attention. Nous n'avons pas intérêt à aller sur le terrain de la guerre. On a vu ce qui se passe au Mali, ce qui se passe partout. Et il y a des malades toujours dit, on sait quand ça commence. Comment ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Merci. Vous placez un mot. Je reviens un moment sur l'élément qu'on a écouté tantôt. Je reconnais, ce n'est pas le reportage d'un journaliste professionnel. Hein? Mais avant de parler de ce sujet, j'ai quand même tenu à avoir un son du milieu. Vous excusez les imperfections, mais c'est la façon de ce compatriote-là, de cet auditeur, de nous informer sur le sujet. Mais il n'empêche que, on dit chez nous, l'homme sage voit le danger venir de loin. Didier Asogba, si nous sommes en plein processus électoral, et que ça recommence comme ça, à Sokoré, qui de droit devrait se sentir interpellé? Les autorités, mais Lucien s'est également adressé directement à nos compatriotes de ce milieu-là. Évidemment, vous savez, on ne comprend pas en fait. Moi, ma logique, c'est que la période que nous traversons actuellement, toute logique ou tout acte qui va appeler l'autre à se donner, à réagir, à se donner dans la violence, il faut l'éviter. Qu'est-ce qui justifiait cette nécessité d'aller rebadigeonner un bâtiment, que les autorités étaient là quand le PNP aurait loué? À mon sens, les autorités étaient là, les autorités de la ville de Sokoré, de la préfecture, tout ça, étaient là quand le PNP a loué. Et puis ils savaient que le PNP louait. Si le PNP a loué, ils savaient que le PNP n'allait pas laisser son siège en noir. C'est une affaire privée entre le PNP et le propriétaire du bâtiment. Donc, c'est pas les autorités. Donc, que cherchaient les militaires avec un PNP? Ils savaient donc que de l'autre côté, les gens vont réagir. Moi,
il faut que nous traversons Écoute, une période sensible. Un militaire se Ouais, déplace s'il pas te comme plaît. ça. Ouais, Qui a donné l'ordre? Donc celui qui a donné l'ordre, c'est la personne qui crée actuellement qui crée actuellement le rififi là-bas. Un militaire se déplace pas comme ça. Donc celui qui a donné l'ordre est la personne qui crée le rififi qui est là-bas actuellement. Il faut que des gens Ah, si la comme donne, le- c'est pourquoi il fallait casser le siège. Non, je ne dis pas que c'est bon. Nous condamnons tout ce qui est arrivé. Voilà. Mais nous demandons aux uns aux autres que dans la période actuelle, il faut éviter de poser des actes qui appelleraient l'autre à réagir, parce que quand ça va s'amplifier, nul n'a intérêt à ce que ce qu'on a vécu il y a un an recommence encore à Sokodé, parce qu'il y aura toujours des victimes innocentes, des gens qui mourront et qui ne reviendront jamais à la vie, et pendant peut-être qu'on n'obtiendra pas ce qu'on cherche ici et maintenant. Il faut que le gouvernement et les autorités commencent par donner du sens à un certain nombre d'actions qu'on pose pour ne pas monter les citoyens, et que de l'autre côté, nos frères et sœurs qui vivent à Sokodé et dans les localités environnantes comprennent également que on peut obtenir gain de cause autrement que par la violence. Uriel Enyang, Vous avez donné beaucoup de temps à ceux-là qui ne se sont jamais déplacés sur Sokodé ou qui se déplacent rarement. vous connaissez bien le milieu Sokoré. Je connais bien Sokodé. Mais seulement, vous n'y étiez pas ces derniers jours. Je passe par Sokodé, j'ai fait la région centrale, je connais bien Sokodé. Pour aller chez vous à Boufalé. Oui, tout à Ok, fait. maintenant revenons à Sokoré. Donc, bon, ils ont quand même essayé de dire d'une façon fictive ce qu'ils connaissent, mais il faut dire que Sokodé est en train de d'écrire une mauvaise histoire. Je suis d'accord avec toi. Oui, une très mauvaise histoire. suis d'accord avec toi. La ville de Sokodé est en Je suis train d'accord avec d'écrire Japon. son histoire la plus horrible, mais moi, je ne vois pas la chose sous l'angle de inviter nos frères qui sont là-bas. C'est une question politique. C'est une question tout à fait politique. Nul ne peut le nier. C'est une question politique. Si une nuit, on va rebadigeonner un siège, le siège c'est quoi? Ça appartient à un parti politique. Et si aujourd'hui j'ai appelé un ami qui me fait savoir qu'hier il y avait des tirs de sommation, ça veut dire que c'est vérifié. Maintenant, moi je mets au devant les cadres, qu'ils soient du PNP, qu'ils soient du NIR, qu'ils soient de quel parti politique que ce soit, je les mets devant le fait accompli. Là, vous rejoignez Lucien Diossou Vincent. Et j'arrive. Qu'est-ce qu'ils font depuis le déclenchement de cette crise? Ce que nous vivons aujourd'hui est parti de Sokodé. Ça, si je vous rappelle une chose. Oui. Écoutons Uriel. Oui, allez-y. Lorsque le PNP a commencé par organiser ses meetings, il a rempli le stade de Sokodé. On a informé à un grand cadre du parti uni. C'est comme ça un mouvement est en train de monter. Le stade de Sokodé, c'est combien de places? Cette façon de ridiculiser un mouvement en naissance, de banaliser un mouvement en naissance, va vous conduire à un niveau où vous ne pourrez plus résoudre les problèmes. Vous avez toutes ces autorités, tous ces grands cadres du Togo qui se retrouvent dans la région centrale, qui regardent les choses avancer. Et c'est les innocents, comme l'a dit le doyen, qui sont en train de mourir. Ça, ce n'est pas normal. Je constate qu'il y a un vide de compétences au sein de cette équipe. Parce qu'ils doivent chercher une solution. Ce n'est pas ça ici qui va proposer une solution à Sokodé. Ce n'est pas le doyen Lucien ou Didier qui va proposer la solution à Sokodé. C'est les fils de Sokodé qui vont se proposer une solution. Pourquoi cela ne se passe pas à Dapaon, ni à Kara, ni à Tapamé, ni à Lomé? Et ça part toujours de Sokodé et ça enflamme tout le pays. Ce n'est pas du tout normal. Je voudrais inviter tous ces cadres de Sokodé qui ne savent que faire du tambour quand il ne faut pas le faire, à prendre la mesure de la chose et arrêter. Parce qu'on en a assez. Moi, j'ai besoin de cette tranquillité pour traverser cette ville et aller chez moi. C'est pas à Sokodé, je vais arriver, on va me dire que c'est pas à eux la route. La route, c'est pas à eux. Et il faut penser à cette dépense énorme que l'armée effectue lorsqu'il s'agit de faire des tirs de sommation, lorsqu'il s'agit de sécuriser, de faire quoi. C'est des dépenses énormes. Est-ce que le budget togolais, dans le budget togolais 2018, est-ce que c'était prévu? Merci. Je retiens pour l'essentiel qu'il y a un problème politique dans tout le pays, mais ces débuts qu'on connaît à Sokoré qui deviennent escalade, interpellent et
nous, enfin, Lucien et vous trois, vous adressez aussi bien aux autorités, au plan national, mais également aux filles et fils du pays Tchaoudo, de savoir mettre les balles à terre pour que nous puissions résoudre les problèmes politiques comme il faut, selon les lois de la République. Écoute, je vais te dire quelque chose. Oui, Lucien. Pour conclure, je sais pourquoi je dis, j'ai été victime des violences politiques. En 24 heures, on a cassé 2 de mes maisons, à Lomé et chez moi. On m'a créé des préjudices de 22 500 000 francs chez moi à VV. Et on m'a payé 1 300 000 francs comme dédommagement. Oui. Je sais ce que c'est, parce que moi, jusqu'à présent, je dis que je ne suis pas d'accord avec la violence. Ce que je dis, prenons un simple exemple. Quand ça a chauffé en 2005, personne n'est venu de nulle part pour casser nos maisons. C'est entre nous-mêmes. Parce que nous avons déjà l'esprit armé. Les esprits chargés. Chargés d'abord. On était prêts à en découdre. Donc, même avant que les militaires n'arrivent, des maisons ont été rasées, cassées, brûlées. Ce que je dis, si tu n'avais pas... Bon, admettons qu'il y a un siège d'un parti. Le PNP est connu, c'est un parti qui a pignon sur rue. Et puis, on badigeonne, d'autres militaires vont badigeonner. Bon. Moi, si je suis à la place du président de ce parti, on ne va pas aller casser le siège de l'UNIR. Non, il n'est pas dit que c'est les militants, enfin, c'est telle personne qui allait casser le siège de l'UNIR. Attends. En l'état actuel, les enquêtes. Non, d'accord. Les enquêtes, on sait comment ça se termine. Si je suis à la place des responsables du PNP, je dépose plainte d'abord. Personne n'a le droit de venir repeindre notre siège. Oui. Comme UNIR l'a fait aussi. Donc le PNP aurait dû déposer plainte contre X. Contre X. Et puis maintenant, si on ne donne pas suite, par exemple, moi, on en a parlé, si tu te rappelles, on a parlé ici du problème des Peuls. Ils vont dévaster les champs. Bon, on a déposé plainte, on a été au tribunal, on a gagné le procès. Ils persistent, on a fait tirer sur leur but. Nous avons une raison de le faire parce que on a saisi la justice qui était incapable de résoudre le problème. Merci, c'est important à ce niveau. Il faut nous rappeler que nous sommes un état de droit et en cas de difficulté, nous devons nous référer à la loi et aux institutions de la République, mais également, Didier Azoba, demander aux services publics de diriger instamment une enquête dès qu'un problème se pose. Si par exemple, avec le rebadijonnage contre leur gré du siège du PNP, si les pouvoirs publics c'était approprié le problème là et qu'ils avaient annoncé qu'une enquête avait été diligentée, peut-être qu'on n'en serait pas là actuellement. Oui, Didier. Il faut, on est déjà là pour en parler, n'ayons pas peur des mots. Le problème, l'un des problèmes du Togo, c'est que on fait des fois dans le 2 poids 2 mesures. Et là, ça frustre d'autres citoyens et on connaît tout ce qui suit par à la suite. J'ai écouté un peu le ministre Bouara chez vous. Je pense qu'il était à ma place ici. Même là, dans votre fauteuil. Donc peut-être que c'est un signe de destin. Je serai ministre, on ne sait pas. Vivement. Ok. Donc, quand vous lui avez posé la question sur l'histoire du siège du PNP, il a semblé ne pas banaliser. Oui, voilà, quelque chose dans le sens. Ce sont ces sentiments, ces façons de faire qui frustrent un peu. Moi personnellement, j'aurais aimé que le gouvernement, par la voix du porte-parole ou par le bien d'un communiqué, condamne juste ce qui est arrivé là-bas à Sokodé. Même si on ne connaît pas les auteurs, que le gouvernement condamne et on indique qu'une enquête est ouverte pour situer les responsabilités. Ça n'a pas été fait. Et dès que on apprend que le siège de UNIR a été brûlé, ben on envoie des militaires de Kara d'un peu partout pour cadrer la ville, pour cadrer la ville, pour des patrouilles, pour des tirs de sommation. Pour les observateurs extérieurs ou d'autres personnes, d'autres citoyens, on va dire, mais UNIR est plus important que les autres. Et c'est pour ça que des militaires ont été convoyés sur Sokodé pour cadrer la ville, des patrouilles et tout ce qui s'ensuit actuellement. Je pense que le Togo, l'état de droit que nous voulons construire, ne doit pas être dirigé sur la base du 2 poids 2 mesures. Même si on sait que UNIR est le parti au pouvoir, il va falloir respecter les autres entités qui animent le débat politique. D'autant plus que par le jeu démocratique, UNIR peut se retrouver dans l'opposition demain. Tôt ou tard, UNIR pourra se retrouver dans l'opposition et je ne crois pas que les cadres et les leaders d'UNIR
pourraient accepter le mépris et le mépris vis-à-vis de leur personne. Donc je pense que les autorités gagneraient actuellement dans l'état actuel des choses à ce que les 2 enquêtes soient ouvertes sur le cas qui est arrivé au niveau du siège du PNP et sur également le siège de UNIR, pour que les responsabilités soient situées, l'opinion soit éclairée sur le sujet le plus rapidement possible pour que le peuple togolais soit situé. L'autre problème, il faut dire que les enquêtes sont ouvertes au Togo, ne sont jamais refermées. Rarement fermées. Il faut qu'on rompe avec cette attitude également. Merci beaucoup. Nous allons finir avec... nous disons que ce qui se passe, ce qui recommence à Sokoré se passe pendant que nous sommes en plein processus électoral. On vient de finir le recensement. Bientôt, les listes seront affichées pour appurement. Puis, dans quelques jours, ce seront les campagnes qui seront ouvertes pour les élections du 20 décembre, dont le confrère La Symphonie nous dit que ces élections du 20 décembre sont un processus irréversible. En français facile, ce qui est irréversible, on ne l'arrête plus, n'est-ce pas? Alors, là-dedans, il y a cette interview que le Premier ministre a accordée au magazine panafricain. Encore une fois, une ouverture. Nous trouvons souvent bizarre que nous sommes au Togo, mais que les dirigeants du Togo, quand ils veulent s'exprimer, ils choisissent les médias étrangers alors que nous nous époumonons quotidiennement partager l'actualité avec vous. Soit. Alors, dans cette interview que le Premier ministre a accordée à Jeune Afrique, le confrère Togo Matin nous en donne, nous le reproduit. Et dans l'interview, le Premier ministre dit, citation, « Nous souhaitons créer les conditions pour des élections transparentes. » Dans le même temps, autre journal, Liberté, nous fait d'abord un article à la page 3, le pouvoir RPT uni et les élections. Chronique du gangstérisme électoral de 2005 à nos jours. Et Liberté produit aussi une interview que lui a accordée Jean-Pierre Fabre, le président de l'ANC, qui dit, citation, « Nous ne pouvons pas aller aux élections dans ces conditions. » Alors, Uriel Enyam, quand vous écoutez ces extraits de journaux, avec encore une fois la situation qui renaît à Sokoré, quels sont vos états d'âme? Non, le terrain n'est pas encore assaini. Le terrain n'est pas encore assaini. Les esprits sont toujours réchauffés. Chacun se comporte comme il veut. Chacun parle comme il veut. Moi, je pense que si vraiment nous devons aller aux urnes, nous devons nous rendre aux urnes le 20 décembre et bien avant le 20 décembre, le 16 décembre, je pense qu'il va falloir faire 16 décembre, pour ce que la CENI a annoncé, référendum couplé avec les élections locales. Mais ça, on en parle de moins en moins. On en parle de moins en moins. Plus avec autant d'énergie que pour les législatives. Mais dans les coulisses, tout s'est fait en fonction des locales et des législatives. Il faut dire qu'il faut faire un travail très profond sur les esprits parce qu'actuellement, si on doit continuer à cette allure, je pense que le 20 décembre, la région centrale sera privée des scrutins. Quand vous voyez les différents comportements, mais qui va laisser qui rentrer dans l'urne? C'est inadmissible. C'est inadmissible. L'essentiel n'est pas d'aller aux élections. Je suis pour les élections. La preuve, c'est que je n'ai jamais tiré sur cette histoire de processus. Je suis pour les élections. Mais quand les conditions ne sont pas encore réunies, j'ai dit non. Parce que je ne veux pas qu'on cite le nom d'un citoyen qui est tombé sous le coup des balles encore parce qu'il faut élection. Non. Alors, à propos d'élections, le week-end dernier, on a eu 2 élections présidentielles au Brésil. Déjà, on connaît les résultats. Mais dans le même temps, il y a des élections législatives, générales en Afghanistan, qui riment avec attentats, suicides, kamikazes par-ci, par-là. Alors, des élections qu'on a connues au Brésil, ou bien de ce qu'on connaît en Afghanistan, qu'est-ce que le Togolais souhaite pour le 20 décembre ou prochainement? C'est là-dessus qu'on termine en 30 secondes. Je vais te répondre à ça. Oui, répondez. Mais moi, j'ai suivi les élections au Brésil. C'est du n'importe quoi. Le candidat qui a gagné, il a dit des choses inouïes, incroyables. Mais tout s'est passé... Attends, non, c'est parce que les esprits n'étaient pas armés. C'est ce que je disais. Il faut que nous soyons dans cette disposition d'esprit pour accepter qu'on est en politique. Ce que ce monsieur a dit des femmes, des noirs, de tout ce qu'il a dit, mais c'est pas possible. Tout à l'heure, nous ne pouvons pas être... Quand à force de crier toujours le diable, nous le verrons au bout du tunnel. Mais vous avez vu ce qui s'est passé la dernière fois au Cameroun.
2 régions n'ont pas pu voter. Si vous voulez, si les gens de Sokodé ne voteront pas, parce que ne peut pas toujours, parce que ne peut pas continuer à fonctionner en marge de la loi. La loi a dit, la Constitution a dit que les députés sont élus pour 5 ans. Faisons l'effort d'être un peu de tolérance. Merci. Et dans notre un peu de tolérance, surtout désarmons les esprits. Merci beaucoup. Parce que je dis, jamais dans aucun pays les conditions idoines ne sont totalement. Merci Didier Assogba. 30 secondes sur le processus électoral. Oui, sur le processus électoral, je rejoins Uriel. Pour désarmer les esprits, on n'a pas besoin de faire on n'a pas besoin d'organiser des élections vaille que vaille. Et donc, si les politiciens togolais qui nous ont habitués à des consensus de dernière minute peuvent trouver encore un consensus utile pour le Togo, pour repousser ces élections à un peu quelques semaines plus tard, ça aiderait le Togolais, comme le doyen le dit, à revenir sur terre, à retrouver ses esprits pour se mettre dans la logique des élections. Actuellement, pour moi, les conditions ne sont pas véritablement réunies pour les élections. Même si on a eu à faire le recensement, on peut commencer par constituer le fichier électoral, mais pour les autres choses, il faut que nous prenions du temps, il faut que nous nous patientons pour que les esprits se recalment, notamment sur toute l'étendue du territoire. On a besoin de voix de ceux qui sont à Sokoro, notamment pour voter, mais je ne pense pas que dans la logique actuelle des choses, le 20 décembre est une date véritablement mieux indiquée. S'il m'était permis de résumer cette émission, je dis désarmons les esprits. Pour que nous continuions à vivre comme nous l'avons toujours fait et que les échéances électorales puissent se dérouler dans la paix et l'acceptation par tous des résultats. C'est là-dessus que nous ouvrons la page très rapidement des cartons. Uriel Enyang, c'est pas ici que vous devez chercher. Hein. Non, moi, je dessine mon carton à tous ces conducteurs de véhicules qui arrivent au poste de péage pour payer 300 francs, ils remettent un billet de 10 000, c'est la gré de l'obstruction, on n'a pas de monnaie, alors qu'on pouvait préparer les 300 francs depuis. Donc faisons preuve. C'est quel carton? Carton rouge, carton rouge à ce chauffeur. Ok, si vous arrivez au point de péage, vous savez que pour les véhicules légers, c'est 300 francs. Veillez à avoir 300 francs plutôt que de sortir un billet de 10 000 francs. Ça ralentit le trafic, ce qui vous vaut carton rouge de la part de Uriel Enyang. Quand vous dites à Soba? Moi, je donne un carton vert, un carton d'encouragement à tous les nouveaux bacheliers qui arrivent à l'université, soit de Lomé ou de Kara, dont la rentrée a été effectuée le 22 dernier. Je sais de quoi il s'agit, qui arrive surtout pas de Lomé mais de l'intérieur. Je sais de quoi il s'agit, c'est toujours difficile, mais ayez le courage, ça doit pouvoir réussir. Vous voulez seulement dire que vous rappelez votre cas quand vous étiez venu de Couvet à Lomé avec le bac. Évidemment. Le petit villageois est arrivé en ville à l'université. C'était pas fameux. Même mon cas en octobre 85 aussi. Et à l'endroit de ces étudiants, encore une fois la pensée du jour de Victor Hugo, l'esprit qui ne travaille pas fait un saut S-O-T. Lucien Johnson, maintenant votre carton. Moi je donne le carton rouge à qui? À tous ceux, surtout à la coalition qui fait tout pour créer des blocages susceptibles de conduire au renvoi permanent des élections. Parce que moi je préfère de mauvaises élections que pas d'élections. Merci, c'est votre avis, vos cartons sont attribués. Quant à nous, on a commencé avec nos pensées les plus sincèrement amicales à cette gentille personne au cœur débordant de générosité et de bienveillance. Et nous lui rappelons encore une fois que l'amitié se nourrit de présence. Également un clin d'œil à Maître Sylvain Atto-Messan. Je me rappelle tous les efforts et les sacrifices qu'il consent pour être aux côtés des journalistes quand des plaintes sont déposées contre nous. Je ne dis pas qu'il y aura une plainte contre le club de la presse, mais je vous salue quand même, Maître Sylvain Atto-Messan, à tous vos confrères qui sont à nos côtés. C'est fini, la semaine est lancée. Nous nous retrouvons demain mardi à 11h, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.